Dors tranquille, maman. Nous te réveillerons tôt pour le voyage. Ce furent les dernières paroles que j'entendis avant que mon monde ne s'effondre complètement. Marguerite Dubois, 72 ans, veuve dévouée, abandonnée par sa propre famille le jour où j'aspirais le plus à la joie. Si l'on m'avait dit il y a une semaine que mes proches partiraient pendant que je dormais, j'aurais défendu Antoine Bec et Ongle. Mais me voici assise dans le salon vide, entourée par le silence le plus tranchant que j'ai jamais connu dans toute mon existence. Tout commença jeudi lorsque Antoine arriva avec un sourire que je comprends aujourd'hui chargé de fausseté. Mon fils aîné, l'homme à qui j'ai donné la vie il y a 45 ans, s'approcha tandis que je préparais le petit déjeuner comme je le fais quotidiennement depuis le départ de Jean il y a 5 ans. « Maman, j'ai une merveilleuse nouvelle », dit-il de cette voix douce qu'il employait dans son enfance quand il désirait quelque chose de spécial. Sophie, ma belle-fille, feignait de laver la vaisselle dans la cuisine, mais je sentais ses oreilles attentives à chaque mot que nous échangions en ce moment fatal. Nous avons décidé de faire un voyage en famille pour célébrer nos 20 ans de mariage. Ce sera magnifique, annonça-t-il avec un enthousiasme contagieux. Mon cœur déborda d'une rare félicité, pensant enfin être incluse dans quelque chose de significatif. « Vraiment, mon fils? Tous ensemble ?» demandai-je d'une voix tremblante d'émotion authentique. Antoine confirma avec vigueur, tandis que Sophie surgissait de la cuisine en souriant. « Oui, Marguerite, toute la famille réunie. Ce sera comme au bon vieux temps, dit-elle en touchant mon épaule d'une fausse tendresse que sur le moment j'interprétais comme une sincère affection. Cette nuit-là, je me préparais avec un soin tout particulier pour le supposé voyage. Même mes mèches grisonnantes furent coiffées avec minutie, j'appliquais la crème que Léa m'avait offerte pour la fête des mères, et je me couchais en imaginant des paysages partagés, des rires autour de la table et des conversations profondes sans les interruptions du quotidien. Sophie apparut dans ma chambre avec une expression étrange, mais ma joie occultait tout signal d'alerte. « Repose-toi bien cette nuit », murmura-t-elle d'une voix que je reconnais aujourd'hui chargée de tromperie. « Demain nous te réveillerons tôt pour ne pas rater l'avion », ajouta-t-elle avant de disparaître dans le couloir obscur. Je m'endormis en souriant, remerciant silencieusement d'avoir une famille si attentionnée. « Dors tranquille, maman. On te réveillera tôt pour voyager », furent les dernières paroles d'Antoine avant que la porte de ma chambre ne se referme doucement. Je rêvais de plages méditerranéennes et d'embrassades spontanées, inconsciente de la trahison méticuleusement orchestrée. En me réveillant à 10 heures le lendemain matin, un silence sépulcral m'enveloppa, provoquant des frissons qui descendaient le long de mon échine. Je me levai rapidement, craignant d'avoir trop dormi et laisser tout le monde m'attendre anxieusement dans un imaginaire salon d'embarquement. Mais la cuisine ne révéla qu'un mot posé sur la table qui détruirait mon âme à jamais. « Maman, nous avons décidé qu'il valait mieux voyager seul cette fois-ci. La maison est rangée et il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. Nous revenons dans une semaine. Antoine, Sophie et Léa. » Mes jambes fléchirent et je dus me tenir à la chaise pour ne pas m'effondrer sur le sol froid. Je relus ces mots 1, 2, 3 fois, espérant qu'ils se transforment en cauchemars passagers, mais non là se trouvait la réalité écrite de la calligraphie que j'avais moi-même apprise à Antoine à l'âge de 6 ans. Je parcourus la maison tel un spectre égaré, découvrant les preuves de l'exode silencieux. Les valises d'Antoine et de Sophie avaient disparu de la chambre. L'armoire avait été réorganisée avec une précision chirurgicale jusqu'à la brosse à dents de Léa qui avait disparu de la salle de bain. Tout avait été planifié avec une froideur calculatrice pendant que je rêvais de moments familiaux qui n'existeraient jamais. Dans le salon où nous célébrions les anniversaires et où Antoine se confiait sur ses problèmes professionnels, les photographies accrochées au mur semblaient désormais se moquer de mon ingénuité. La femme souriante sur les images avait été une sotte qui avait cru à l'amour inconditionnel de ceux qui la voyaient comme un fardeau encombrant. Je me souvins alors de toutes ces nuits blanches passées à soigner Léa bébé pour que le couple puisse travailler, de l'argent de ma retraite partagé sans hésitation en période difficile, notamment de ces 3 semaines à l'hôpital, à soigner Sophie gravement atteinte de pneumonie la nourrissant, lui lisant des livres, lui chantant des berceuses pour l'apaiser pendant ses fortes fièvres. « Marguerite, tu es comme une mère pour moi », m'avait-elle alors dit les larmes aux yeux. « Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi.
Des paroles qui aujourd'hui résonnent comme une cruelle manipulation de celle qui me voyait déjà alors comme une source de ressources et de services domestiques gratuits. Le 3e jour de solitude forcée, je trouvais une enveloppe tombée derrière le canapé, la facture du téléphone portable de Léa, que je payais religieusement avec 30 € mensuels de ma retraite. À l'intérieur, un mot manuscrit de Sophie. Nous avons réussi à faire payer le téléphone de Léa par la vieille. Une préoccupation en moins. La vieille. C'est ainsi qu'il me nommait dans l'ombre pas maman, pas grand-mère, mais la vieille qui paie les factures, cuisine, nettoie et accepte d'être trompée avec des miettes d'affection feinte, tout en servant de distributeur automatique et de domestique non rémunéré dans sa propre maison. Devant le miroir, je vis enfin la femme de 72 ans qui avait sacrifié des décennies pour les autres, plaçant les besoins d'autrui au-dessus des siens, acceptant d'être traitée comme une domestique dans son propre foyer en échange d'une tendresse simulée. Je vis aussi cependant quelque chose de plus. Une dame dont la force demeurait intacte, la dignité récupérable et de véritables options devant elle. Antoine et Sophie commirent une erreur fatale, en me laissant seule avec du temps pour réfléchir loin de leur manipulation constante. Ils supposèrent que je les accueillerais à bras ouverts, tel un animal de compagnie fidèle, reconnaissante de leur tolérance temporaire. Le 4e jour, je m'éveillai avec une clarté mentale absente depuis des années. Sans larmes, sans apitoiement sur moi-même, sans excuse pour leur comportement abusif. Si ma famille avait décidé que j'étais jetable, il était temps de leur montrer exactement ce que signifiait mon absence permanente dans leur vie. Je ne serais plus la vieille qui fait tout. Marguerite Dubois reprendrait le contrôle de sa propre existence avec une détermination inébranlable. Je pris alors la première décision véritablement mienne depuis des décennies. Je ne serais pas là à leur retour. Je ne feindrais pas que tout allait bien. Je n'accepterai pas d'excuses creuses pour revenir à la routine des humiliations déguisées en tendresse. Tout en savourant mon café solitaire, je souris véritablement pour la première fois depuis des années. Ils avaient raison sur un point. Il était temps que Marguerite Dubois voyage, mais pas dans l'excursion qu'ils imaginaient. Ce serait un périple vers sa propre dignité, le respect de soi, une vie où je ne mendirais plus un amour qui aurait dû être inconditionnel. Le mot laissé dans la cuisine avait cessé de me faire souffrir. Désormais, je le voyais comme un cadeau révélateur qui m'ouvrait les yeux sur la vérité nue et crue, m'offrant l'excuse parfaite pour faire ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Cet après-midi-là, je cherchais mon vieux carnet de contact et appelais Me Dubois, avocat de confiance depuis plus de 20 ans. Je lui expliquai ma situation avec une sérénité surprenante et nous prîmes rendez-vous pour revoir les documents juridiques et mes droits patrimoniaux. En sortant de son cabinet des heures plus tard, je portais non seulement des papiers signés, mais quelque chose de plus précieux, le respect de soi retrouvé. Je découvris que la maison était intégralement à mon nom, que mes comptes bancaires restaient sous mon contrôle exclusif et que ma retraite était directement versée sur mon compte des protections légales que j'avais maintenu même en permettant à Antoine de m'aider avec les finances au fil des ans. Le 5e jour, je fis changer toutes les serrures par un serrurier âgé qui comprit mon silence éloquent. Je payai en espèces et reçus 6 nouvelles clés qui représentaient ma liberté nouvellement conquise. J'appelai la banque où je suis cliente depuis des décennies et retirai Antoine de tout accès à mes comptes, modifiai les mots de passe et ouvris un nouveau compte dans une agence éloignée. Je contactai les opérateurs pour transférer les services exclusivement à mon nom avec de nouveaux mots de passe inviolables. À leur retour, Antoine et Sophie découvriraient qu'ils n'auraient accès à rien de ce que j'entretenais par mon labeur et mon dévouement silencieux. J'emballais soigneusement mes biens précieux, vêtements chéris, bijoux offerts par Jean, photographies de jeunesse, livres aimés et documents essentiels. Je laissais derrière moi tout ce qui me rappelait mon rôle de soumise pièce achetée avec des commentaires condescendants. Cadeaux bon marché offerts par obligation. Objet symbolisant ma servitude volontaire. Marguerite Dubois n'emporterait avec elle que ce qui lui appartenait véritablement par droit et affection authentique, non par charité ou exploitation déguisée en générosité. Le 6e jour, je découvris des documents cachés qui glacèrent mon sang. Des devis de maisons de retraite datant de 2 mois auparavant, des notes de Sophie calculant des prix raisonnables
et combien d'argent leur resterait après les coûts des soins. Je trouvai également la confirmation d'un rendez-vous avec un psychiatre spécialisé dans l'évaluation de la capacité mentale des personnes âgées, programmé pour la semaine suivant leur retour. Il ne prévoyait pas simplement des vacances temporaires. Il répétait mon élimination permanente de la vie sociale et patrimoniale par un internement forcé et une déclaration frauduleuse d'incapacité mentale. Je photocopiais toutes les preuves et les envoyais à mon avocat, à ma sœur Claire, et conservais des copies dans un coffre bancaire. M. Dubois prépara une ordonnance restrictive préventive interdisant à Antoine et Sophie d'intervenir dans mes affaires médicales ou financières sans autorisation écrite explicite, ainsi qu'une déclaration de compétence mentale signée par 2 médecins indépendants. Armé de cette protection juridique invisible mais impénétrable, je rédigeai une lettre froide et professionnelle que je laissai sur la table de la cuisine à côté des anciennes clés désormais inutiles, notifiant qu'il disposerait de 30 jours pour trouver un nouveau logement, payant 400 € mensuels de loyer plus la moitié des charges, sans droit à des repas, ni à des services domestiques de ma part. Le 8e jour, à 9 heures du matin, la sonnette retentit insistante. Je marchai calmement jusqu'à la porte et observai Antoine tentant d'entrer avec des clés obsolètes, le visage crispé d'irritation à ne pas parvenir à accéder. « Maman, les clés ne fonctionnent pas. »« Ouvre immédiatement !» cria-t-il avec le ton autoritaire de celui qui n'avait jamais imaginé que j'agirais par moi-même. J'ouvris lentement, savourant chaque seconde de sa perplexité. En lisant ma lettre et confronté aux preuves documentaires de leur sinistre projet, le visage de Sophie pâlit tandis que Léa, choquée en découvrant la vérité, pleura en réalisant que ses parents avaient prévu d'interner leur grand-mère pour s'emparer de son héritage et de sa maison. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, je vis dans une paisible sérénité dans ma propre maison. Léa me rend visite 3 fois par semaine, apprenant les recettes familiales et les valeurs que ses parents ont tenté de lui cacher. Antoine a déménagé après 28 jours, incapable de supporter de payer un loyer là où il vivait autrefois gratuitement. Sophie est retournée chez sa mère à Lyon, refusant toujours d'assumer la responsabilité de ses actes. Mon jardin fleurit plus magnifiquement que jamais, mes roses jaunes illuminent quotidiennement la table et chaque matin je me réveille sans crainte, sachant que je suis la maîtresse absolue de ma vie, de mon temps et de mon patrimoine dignité retrouvée après des décennies de soumission silencieuse. Et vous, chers lecteurs européens qui avez suivi ce parcours de rédemption, combien de fois avez-vous déjà ignoré des signes de manque de respect déguisés en tradition familiale, acceptant d'être traité comme un fardeau en échange de miettes d'affection? Jusqu'où êtes-vous prêt à sacrifier votre dignité pour maintenir une illusion d'harmonie qui ne bénéficie qu'à ceux qui exploitent votre générosité? Préférez-vous vivre seul avec votre propre respect ou accompagné tandis que votre âme est lentement broyée par l'indifférence de ceux qui jurent de vous aimer?